Alors notre conviction, elle aurait pu être résumée dans une phrase de l'historien Théodore Zeldin. Je rappelle que c'est notre grand parrain qui nous rejoindra au cours de cette année. Il a dit beaucoup de choses, mais il a notamment dit que c'est par la relation entre une personne et une autre que l'on change le monde. Bonjour à tous. Alors bienvenue chez vous. Je suis heureux de vous accueillir pour cette deuxième séance des rendez-vous Avenue Centrale en sciences humaines. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous en sciences sociales, Avenue Centrale, qui est un rendez-vous un peu particulier sur le thème aujourd'hui général imaginaire et pratique touristique. Donc, dans un premier temps, on recevra le géographe Philippe Bourdeau, donc, qui est à ma droite, que je remercie d'être là avec nous dans ce Midi 2, qui va nous parler d'un tourisme en transition. Il y a beaucoup de choses en transition en ce moment, donc le tourisme également. Le programme est chargé. Je propose de démarrer donc avec mon collègue Philippe Bourdeau, collègue parce que il est géographe, il enseigne notamment à l'IGA, il est géographe culturel, il nous dira peut-être ce que c'est qu'un géographe culturel. Il conduit des recherches sur les pratiques récréatives au sein du laboratoire PAT et il est membre aussi d'un LABEX bien connu dans cette maison qui est le LABEX ITEM. Je crois même qu'il a des fonctions de direction adjointe au sein de ce label. C'est peut-être plus compliqué que ça. Voilà, il est aussi responsable d'un parcours qui me tient à cœur, qui est le parcours tourisme, innovation, transition du master innovation et territoire. Alors les travaux de Philippe Bourdeau portent notamment sur l'habitabilité des espaces périurbains en montagne, notamment au sein d'une ANR qui se termine sur ces thèmes-là, l'impact du changement climatique sur l'alpinisme et l'agir créatif. Donc qu'est-ce que l'agir créatif ? Donc cet agir créatif des professionnels du tourisme en montagne. Alors je rappelle deux ouvrages récents de Philippe. Donc un premier ouvrage Fins et confins du tourisme qui est paru chez l'Harmattan en 2013 avec Hugues François et Liliane Perrin-Bensaël qu'on connaît bien ici aussi dans cette maison. Donc cet ouvrage, j'en ai un exemplaire, je peux le faire tourner parmi vous. Et le tourisme, émancipation ou contrôle social en 2011 aux éditions du Croquant, que je découvre, les éditions du Croquant. Alors moi, j'avais lu attentivement Jean-Didier Urbain et j'avais compris qu'il n'était pas toujours très bien vu d'être un touriste et qu'il y avait souvent méprise ou parfois le touriste était méprisé puisque je me rappelle du titre d'un de ses ouvrages qui s'appelait L'idiot du voyage et avec Philippe Bourdeau, j'ai plutôt l'impression qu'on est devenus tous touristes, qu'on est aujourd'hui tous touristes et que les évolutions de la ville et de l'espace rural ou périurbain sont très fortement marquées aujourd'hui par une forme de mise en tourisme. Mais ce qui fait peut-être, et c'est un des éléments qui sera abordé par Philippe Bourdeau, qui fait que le tourisme lui-même a peut-être tendance à se diluer. Voilà Philippe, donc à vous, à toi pour nous expliquer un petit peu ce tourisme en transition et répondre à la question qui était celle que tu t'étais posée aussi d'une certaine façon. Quoi de neuf sous le soleil du temps libre? C'est une façon de vous rappeler que Jean Viard viendra nous rendre visite aussi dans quelques semaines. À toi. Merci Luc, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, on va parler de tourisme en activant en quelque sorte dans notre imaginaire, dans nos souvenirs, dans nos expériences, tout un tas d'images. Alors pour certaines très attirantes, pour d'autres peut-être répulsives. Et en tout cas, ce qui est en jeu dans l'approche du tourisme, on va en parler évidemment, c'est l'idée que le rapport à l'ailleurs est une dimension structurante des sociétés et que le statut et les pratiques du tourisme sont
soumises à de très fortes mutations dans la perspective notamment de la transition. Alors peut-être qu'il faut simplement se partager à propos du tourisme quelques éléments autour de l'idée qu'il est resté très longtemps marginal, très marginal, à la fois sur le plan culturel, social, géographique, jusqu'à la première moitié du XXe siècle. Et pourtant, aujourd'hui, il est devenu un élément central des modes de vie, des économies, des territoires, à la fois sur le plan économique. C'est plus d'un tiers du commerce mondial des services. Avant l'armement, avant le pétrole, avant l'automobile. 12% du PIB mondial, 250 millions d'emplois. Et puis sur le plan culturel, qu'il ne faut pas oublier, le tourisme est devenu un élément majeur de la mutation des valeurs et modes de vie. Et Jean Viard, justement, l'a montré comme un véritable laboratoire culturel au sein duquel, depuis une cinquantaine d'années, nous avons appris à vivre autrement, à nous habiller autrement, à nous comporter autrement avec les autres, à prendre de la distance vis-à-vis des contraintes productives et du travail, à adopter de nouveaux comportements sexuels et aussi à entretenir de nouvelles relations avec la mobilité. Peut-être que, je reviendrai là-dessus, le tourisme a été un des éléments clés dans la deuxième moitié du XXe siècle de l'affirmation d'une mobilité généralisée. On verra qu'elle a ses limites, cette mobilité, mais en tout cas, en termes de pratiques et de valeurs, c'est aussi une des fonctions du tourisme que de renvoyer à ce processus de globalisation, de mondialisation. En quelque sorte, on pourrait dire que le tourisme est à la fois un opérateur et un étendard d'une mondialisation qui serait souriante, avenante, heureuse, puisqu'elle renverrait au bien-être. Donc ça, c'est un peu le statut culturel, sociétal du tourisme, qui en fait un puissant analyseur, et c'est comme ça que je le prends, y compris dans ses contradictions, dans ses impensés, dans ses impasses. Donc un statut culturel très particulier que je vais interroger avec vous aujourd'hui sous l'angle de la transition. Ce que j'entends par transition, c'est en référence à la pensée marxienne, l'idée que la société est dans une phase d'évolution plus ou moins rapide, plus ou moins violente, qui l'amène à se réagencer sur la base d'autres fondements structurels qui sont en principe appelés à devenir une forme générale de nouvelles conditions d'existence. Alors on sait que cette transition, elle est globale, elle est multiple, elle est culturelle évidemment, à travers tout un tas d'éléments, le rapport au temps, le rapport au corps, le rapport à la technologie. Et puis elle est aussi, elle s'élabore autour de ce triptyque que les Anglais appellent le triple crunch, énergie, climat et économie. Alors, des incertitudes, des facteurs de crise sur chacun de ces registres. C'est le cas en matière énergétique. Le tourisme est très fortement dépendant au carbone. 80% des déplacements touristiques en France sont effectués en voiture et les vols low cost ont été multipliés par 8 depuis le début des années 2000. Donc là, on sent bien qu'il y a quelque chose dans le tourisme en tant que loisir impliquant mobilité. C'est comme ça que l'avait défini l'historien Marc Boyer. Eh bien, le tourisme est forcément interrogé par cette question de la crise énergétique. Crise climatique ensuite. Et là, eh bien, on est face à un paradoxe parce que le tourisme est à la fois un bourreau du climat, c'est comme ça qu'il est parfois désigné, plus de 12% des émissions de gaz à effet de serre en France et plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre dues au transport. Donc bourreau du climat, mais aussi victime potentielle du changement climatique, puisque les destinations touristiques sont impactées par le manque de neige en montagne, par le retrait glaciaire, par les problèmes liés à l'évolution des littoraux, les canicules. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant à la façon dont le climat est impacté par le tourisme en même temps qu'en retour, il l'impacte. Et puis, crise économique. Et là, en la matière, cette crise, elle remet en cause les modèles économiques souvent assez fragiles liés au tourisme. Et je pense notamment en France au poids du secteur public dans le financement des infrastructures, notamment en montagne. Et puis une hésitation
Aujourd'hui, le monde du tourisme, sur le plan économique, il hésite entre deux modèles. Le modèle du low cost, on casse les prix, on fait du pas cher pour attirer de nouvelles clientèles. Et puis un autre modèle totalement antagoniste, qui est celui du luxe. Il y a une fascination pour le monde du luxe. On voudrait aller chercher, y compris très loin, des clients beaucoup plus fortunés que ceux qu'on a. Donc là encore, il y a des choses très épineuses, très intéressantes, sachant que dans un contexte de crise économique aussi, on s'aperçoit qu'il y a une complexification de l'accès aux vacances pour les catégories les plus défavorisées, qui ont aujourd'hui un taux de départ en vacances en France d'un peu plus de 33%, contre plus de 82% pour les catégories les plus favorisées. Voilà, donc beaucoup de paradoxes, et il faut dépasser quelques évidences, ou peut-être quelques apparences, pour aller du côté d'un certain nombre d'angles morts ou de tabous de la pensée dominante sur le tourisme. Je prendrai qu'un exemple, la prospective d'un tourisme décarboné en matière de transition fait l'objet d'une impasse totale. On est dans la première destination touristique du monde, mais ça n'intéresse pas grand monde d'imaginer ce que pourrait être un tourisme et des destinations décarbonées. Alors c'est vrai que le sujet est compliqué, mais effectivement, on s'en occupe guère. Voilà, donc pour traiter ces questions, je vous propose de nous intéresser à une double mutation qui, la première concerne le statut du tourisme, que j'aborderai en termes de dépassement de l'utopie touristique initiale, et la deuxième mutation concerne les pratiques du tourisme, que j'aborderai en termes de recomposition des relations entre l'ici et l'ailleurs, et j'illustrerai mon propos avec des images que j'emprunte à notre quotidien, à notre environnement, la publicité, les médias, Internet. Alors, jusqu'à une période très récente, on pourrait relever le fait que le tourisme a fait l'objet d'un consensus, un consensus global sur son caractère positif. J'ai parlé de mondialisation souriante, mais voilà, le tourisme, c'est l'accès à l'ailleurs, c'est la découverte des autres cultures, c'est l'accès à une liberté d'usage du temps. Et du coup, il y a eu toujours dans le tourisme une revendication autour de l'idée d'un affranchissement des contraintes. Affranchissement des contraintes qui va être aujourd'hui un petit peu balayé par les incertitudes que j'ai évoquées, le triple crunch avec le tourisme et tous ses attributs qui sont volontiers représentés comme étant sur la sellette, au bord du gouffre, d'une certaine manière. Pourtant, il y a un imaginaire du tourisme qui est toujours très actif, c'est celui qui consiste à faire du tourisme un espace-temps au cours duquel on va avoir accès à un antimonde, avoir accès à un paradis sur Terre, se débarrasser de tout un tas de contraintes qui sont celles du quotidien. L'idée de tout oublier, l'idée aussi de se débarrasser de tous les oripeaux que nous impose la société. Si vous voyez cette image publicitaire là pour un site internet de voyage en ligne, on s'aperçoit que ces vacanciers qui découvrent l'île Maurice, ils n'ont pas seulement laissé sur la plage leurs vêtements de ville, mais ils ont aussi laissé leur masque. Donc il y a une sorte d'aspiration à abandonner nos rôles sociaux dans le tourisme pour accéder à ce que l'anthropologue Sergio Della Bernardina avait appelé la suspension de la dimension historique. Ça, c'est un peu la dimension utopique, uchronique d'un tourisme qui est totalement mystifié, soustrait à l'histoire, soustrait au regard de la société, pour apparaître comme un élément en apesanteur, avec ce succès de l'imaginaire de l'insularité, dont la publicité, auquel la publicité a beaucoup recours. Alors, cela dit, ce consensus sur le tourisme, il est depuis une dizaine d'années soumis à de très puissants craquements. C'est un peu le retour au réel. Il y a une parole du philosophe Slavoj Žižek qui est empruntée au film Matrix d'ailleurs, qui dit « Bienvenue dans le désert du réel ». Voilà, donc c'est un peu le cas du tourisme. Avec, alors c'est devenu un marronnier médiatique, évidemment, l'idée que on a aujourd'hui
l'horreur touristique. Il faut gérer les sites, il faut gérer les sociétés, il faut évaluer les impacts du tourisme. Et ce contexte-là de découverte, en quelque sorte un peu vertigineuse, du fait que ce qui était une promesse de bien-être, d'enrichissement culturel et de développement économique, eh bien, ne l'est plus. Avec à la clé la montée de critiques de plus en plus radicales, qui s'expriment sous l'idée que, évidemment, le tourisme est par excellence un étendard de la société du travail, de la société de consommation, d'une certaine forme d'impérialisme, y compris dans ces formes censées être les plus vertueuses, à savoir par exemple les parcs naturels régionaux ou le tourisme patrimonial. Et de fait, un des éléments symptomatiques de cette fin, de ce dépassement du consensus sur le tourisme, eh bien, c'est la montée de conflits, la généralisation de conflits, alors, qui peuvent porter sur des pratiques comme l'héliski, par exemple, sur des événements comme les Jeux Olympiques, ou bien sur des aménagements, comme le très fameux Center Park des Champs-Barans. C'est-à-dire que voilà, le tourisme est maintenant de plein pied, au vu de son statut dans la société contemporaine, le tourisme est de plein pied dans les éléments qui font débat, qui arrivent sur la scène. Multiplication des conflits sociaux aussi. Alors ça, c'est assez intéressant, hein. Là encore, c'est très révélateur. Il n'y a pas eu de grève en France dans le domaine du tourisme avant 2004. Première grève, février 2004, dans les remontées mécaniques en Tarentaise. Première grève la même année, en juin, dans les palaces de la Côte d'Azur. Donc c'est quand même assez symptomatique qu'un pan entier de l'économie ait été soustrait, en quelque sorte, aux questions sociales. Ce sont les questions des saisonniers, hein, mal payés, mal logés, mal considérés, mais depuis le début. Il faut attendre 2004 pour que ceci se manifeste. S'il y avait un autre élément tangible de cette fin du consensus sur le tourisme, on pourrait aussi prendre le rapport à la mobilité. Après que la mobilité ait eu dans les années 60 et 70 des ères de révolution culturelle, des ères de transgression, hein, il fallait échapper aux normes pesantes d'une société sédentaire et donc prendre la route. Mais le management, le système économique ont récupéré, recyclé cette idéologie, cette culture de la mobilité pour en faire un élément de management. Donc aujourd'hui, les gens qui contestent le système dominant vont contester l'injonction de mobilité qui l'accompagne. Hein, et donc il y a une revendication d'immobilisme qui renvoie à l'idée que les valeurs attribuées à la mobilité, dans lesquelles le tourisme, je l'ai dit en introduction, a joué un très grand rôle, eh bien ces valeurs sont dégradées. Hein, et on va même jusqu'à la notion de mésusage de la mobilité, hein, comme par exemple quand on gagne un voyage en achetant un téléphone. Donc il y a tout un élément de désenchantement de l'univers touristique qui sont à l'œuvre, hein, développement de collectifs anti-touristes sur les lieux touristiques, hein, avec une espèce de revendication de ne pas céder à la tentation de se vendre aux touristes. Ce sentiment anti-touriste, donc vous pouvez même acheter des balles à malaxer en forme de touriste, hein, pour vous défouler, une fois que... Et ce sentiment anti-touriste, bien sûr, il prend des proportions beaucoup plus tragiques quand on va sur le terrain de la sécurité. Hein. Les premiers attentats antitouristes datent du début des années 90 et se sont généralisés depuis. Et effectivement, si on regarde la carte du monde au regard de ces risques déclarés par les officines ou les ministères des Affaires étrangères, eh bien, on s'aperçoit que le monde est beaucoup moins accueillant que par le passé et que des pérégrinations touristiques existent encore, hein, mais qu'elles doivent cultiver l'art d'éviter certains lieux. Et puis le tourisme est aussi rattrapé par la géopolitique, hein, comme ici en 2006 aux Baléares, où des boat people venus d'Afrique sont venus s'échouer sur une plage au milieu des touristes. Hein, donc là encore, la mer Méditerranée est la première zone touristique du monde. C'est aussi une zone très turbulente entre le nord et le sud. Et puis enfin, alors si on voulait rajouter une couche ultime, eh bien on pourrait observer que le tourisme est à l'échelle des rapports nord-sud très souvent mis en
en exergue, mis en cause comme un élément de néocolonialisme, de perpétuation d'images à la fois mystifiantes et qui contribue à ce que certains appellent la colonialité, c'est-à-dire le prolongement postcolonial de comportements dissymétriques et altérant l'équité des relations. Alors, face à ce constat de désenchantement de l'univers touristique, cette fin de consensus sur le tourisme, qui fait de plus en plus polémique sur tout un tas de registres, il y a en gros deux attitudes qui se font jour chez nos contemporains. La première, c'est ce qu'on appelle le The Last Chance Tourism, le tourisme de la dernière chance. Il faut aller voir les derniers ours blancs avant qu'il n'y en ait plus. Où aller avant qu'il ne soit trop tard? Est-ce qu'on peut aller encore voir la barrière de corail, la grande barrière de corail avant qu'elle disparaisse? Allez, je m'offre encore un dernier grand voyage autour du monde. Ça, c'est un genre à part entière. Ou alors, l'autre manière de réagir face à la problématisation du fait touristique, eh bien, c'est d'essayer de reconstruire le sens des pratiques touristiques autour de quelque chose qui serait plus vertueux, qui serait plus respectable et qui renverrait à une forme de revendication, d'utilité, c'est-à-dire ne plus être voyeur mais être témoin, être citoyen en même temps qu'on est touriste, avec cette idée du voyage utile, voire du voyage humanitaire qui est très contesté. Est-ce qu'on peut visiter le monde et le sauver en même temps ou pas? En tout cas, il y a une sorte de crise d'identité du touriste, être ou ne pas être touriste, et de fait, c'est de plus en plus compliqué parce qu'on nous demande d'être vertueux, de calculer notre bilan carbone, d'être respectueux des rapports culturels. Donc on voit que l'aspiration qui est la nôtre à tout oublier pendant les vacances, à se débarrasser de nos rôles sociaux, de nos responsabilités de citoyens, eh bien, elle n'a plus cours. On pourrait imaginer que tout va mal dans le monde du tourisme, d'une certaine manière. Même l'héliotropisme, cette attirance pour le soleil qui a fondé les mythologies touristiques, elle est battue en brèche par la phobie du soleil qui se développe aujourd'hui dans un certain nombre de pays. Et du coup, on peut se demander qu'est-ce que ça va fabriquer dans le domaine du tourisme. Cette crise du tourisme de crise, du tourisme de repli. Est-ce qu'on a aujourd'hui une partie des classes moyennes supérieures qui sont entrées dans une posture de méfiance, de démission vis-à-vis du consumérisme touristique, par culpabilité, par inquiétude? Alors, bien sûr, si on va dans les kiosques, il n'y a jamais eu autant de magazines autour de la fascination du voyage, de la célébration des grands ailleurs, avec toujours les mêmes îles enchanteresses, les mêmes destinations exotiques. Pourtant, alors, d'aucuns pourraient considérer que c'est là l'expression d'un manque d'altérité, d'une crise d'altérité, d'une certaine manière. C'est-à-dire, on a accès à beaucoup d'images de rêves, mais la réalisation de ces rêves est de plus en plus complexe. Alors, la réalisation des rêves, dans la relation entre l'ici quotidien et l'ailleurs touristique, eh bien, elle va passer par de multiples formes, et notamment par ce qu'on pourrait appeler la redécouverte des charmes de la ville. Aujourd'hui, le tourisme et les loisirs font pleinement partie des médias de réécriture de la ville, à la fois comme destination touristique majeure et puis comme lieu de pratique qu'on avait oublié ou qu'on a réinventé, le trekking urbain, l'exploration urbaine qui consiste à se promener partout, sur les toits, sur les chantiers, dans les friches, pour transformer la ville en espace d'aventure, d'une certaine manière. Donc on a tout un référentiel montant autour de l'idée que la ville est aussi, ou d'abord, un élément de notre environnement à redécouvrir, y compris pour des pratiques récréatives et touristiques. La deuxième figure géographique de ce processus de recomposition de la relation entre l'ici et l'ailleurs, c'est la touristification des lieux ordinaires, avec un réseau qui s'appelle le réseau des plus beaux détours de France, qui regroupe une centaine de destinations aujourd'hui, qui ont décidé de tenter leur chance dans l'univers du tourisme. Donc, elles n'ont pas eu le château de Chambord ni la corniche du Verdon, mais elles aspirent malgré tout à exister, à revendiquer une forme de
capacité d'accueil touristique en mobilisant un petit patrimoine, en allant rechercher quelques éléments de leur histoire. Et alors, ça s'opère, cette dynamique-là, donc la mise en tourisme des lieux quotidiens, ça va de pair avec la redécouverte des vertus de la proximité, avec l'idée qu'on peut se sentir bien sans aller loin. Finalement, ici, c'est aussi ailleurs, avec ces jeux de visuels, entre, par exemple, les Caraïbes et le Jura, l'idée qu'on va pratiquer du trekking dans les Cévennes, aller dormir dans des yourtes un peu n'importe où. Donc voilà, il y a une sorte de mixage, de croisement de références qui renvoie à l'idée d'un recodage géoculturel dans lequel on va pouvoir trouver dans le quotidien et dans la proximité de quoi accéder à des pratiques récréatives et touristiques soustraites d'une certaine manière à un certain nombre d'enjeux de responsabilité environnementale, sociale, etc. Un des éléments de ce processus-là va être celui des migrations d'agrément, à savoir aller résider à l'année dans une maison de vacances, aller vivre dans un lieu de vacances. C'est en quelque sorte l'aboutissement du rêve touristique, c'est être touriste toute l'année, être touriste chez soi, d'une certaine manière. Et il se trouve que, donc on a tout un tas d'index internationaux qui évaluent les qualités respectives des différents pays du monde pour des migrants d'agrément qui cherchent à s'installer dans des endroits où ils sont en sécurité, avec des services de santé, avec du patrimoine, de la qualité de vie, etc. Avec toute une ingénierie autour de cette idée que finalement, voilà, on va être touriste chez soi, recentrer ses pratiques autour de son domicile. C'est quelque chose qu'a très bien décrit Jean Viard, l'idée qu'on a recomposé, réagencé nos domiciles autour du home cinéma, de la piscine, du jacuzzi. Enfin, c'est l'idéal, peut-être pas forcément atteignable, mais c'est l'idéal en tout cas du domicile comme lieu à la fois ouvert sur un paysage de qualité et propice à la pratique d'activités qui nécessitaient autrefois de se déplacer. En quelque sorte, on a une espèce d'actualisation, y compris par le marketing, de l'idée que sous les pavés, la plage, donc il faut redécouvrir en quelque sorte notre quotidien. Il faut transgresser les barrières qui nous empêchaient de voir ce que nous avons sous les yeux. Et il y a un élément culturel que je citerai qui peut paraître un petit peu anecdotique dans ce processus-là, c'est ce qu'on appelle le tourisme expérimental. Le tourisme expérimental, c'est né de la part d'un auteur strasbourgeois, Joël Henry, qui a d'abord écrit un guide Lonely Planet en anglais sur le tourisme expérimental, qui a été traduit. Et c'est un tourisme oulipien, c'est-à-dire un tourisme qui joue avec les contraintes. C'est-à-dire on se donne des contraintes pour renouveler l'art de voyager, échapper au formatage touristique du voyage. Donc on va visiter des villes pour aller voir les casernes de pompiers à la place des monuments. On va aller passer 3 jours dans un aéroport sans prendre l'avion. Voilà, donc, ces gens-là ont créé un laboratoire de tourisme expérimental, le Latourex, que je vous invite à aller voir, à aller visiter. C'est extrêmement intéressant. Alors, c'est sûr que si on regarde aujourd'hui la prospective touristique, telle qu'elle nous est donnée à voir, notamment dans les médias, on va voir émerger 4 figures majeures. La figure de l'exotisme avec la croisière, la figure du luxe avec ses grands comptoirs touristiques type Dubaï, la figure du high-tech avec le tourisme spatial, et puis la figure du jeu, de l'hédonisme avec le parc de loisirs. Alors c'est vrai que ces formes de lieux touristiques sont celles qui... alors la croisière et les parcs de loisirs notamment se sont le plus développés depuis une vingtaine d'années. Donc là on a une forme de vision de l'avenir qui renvoie à de plus en plus des formes fermées de tourisme. À savoir des formes de tourisme dans lesquelles le lieu touristique et les pratiques touristiques sont soustraites à l'espace public. Il n'y a pas d'espace public dans toutes ces formes de tourisme-là. Donc ça remet en question, y compris la nature de la station dans laquelle peuvent se côtoyer différents types de publics, alors que dans ces formes de tourisme qui nous sont montrées comme
horizon, eh bien, ce n'est pas le cas. Alors bien sûr, le tourisme, il est en train de s'inventer aussi dans les interstices, aux marges de ces formes-là, qui sont montrées comme évidentes, d'une certaine manière. Et si on regarde aujourd'hui dans la sphère récréative, comment s'opère la transition culturelle, qui va beaucoup plus vite que la transition écologique, on constate qu'il y a en gros deux grandes forces. Et, alors c'est très intéressant parce que on va retrouver ces références à ces deux grandes forces. Donc il y en a une, c'est une force de ralentissement, l'autre c'est une force d'accélération. Dans la grande fresque Montagne Magique, sur le tourisme de montagne, cette tension-là est évoquée. Donc la première force active dans l'univers culturel du tourisme, c'est une forme que nous on appelle une forme transmoderne. L'idée qu'on doit aspirer à un ralentissement, à un rééquilibrage des relations au monde, et que le tourisme doit jouer son rôle dans ce processus-là, avec des questions qui sont celles de la post-mondialisation, de la relocalisation, du prendre soin, du care, de la sobriété des activités humaines. Donc là, on s'inscrirait dans une rationalité finalisée. Pourquoi, en deux mots, à quoi renvoie, quel est le sens des pratiques touristiques. Et donc on a un ensemble de pratiques qui renvoient à l'idée d'approche douce, d'approche contemplative, d'approche réflexive. Le yoga de la marche, la famille, nager avec les dauphins, créer de beaux lieux. Ça c'est la force. Alors, bon, elle oscille évidemment entre des aspects plus esthétiques, des aspects plus militants, évidemment. Et puis la deuxième force active, c'est une force d'accélération. Donc c'est une force qu'on peut dire hyper moderne, d'une certaine manière. Donc là, c'est à fond sur l'accélérateur, la démesure, l'hubris, le high-tech. On est là pour vivre des expériences radicales et avec, en toile de fond, une rationalité instrumentale, à savoir comment on peut faire. Comment on peut faire pour s'envoyer en l'air plus haut, plus fort. Alors, cet hypertourisme-là, il va revendiquer, il va intégrer les normes écologiques, les labels environnementaux, si nécessaire, mais il continuera à mettre en avant des images d'hypermobilité, des surenchères en matière de luxe ou de technologie. Alors, pour conclure, puisque c'est l'heure, ou plutôt ne pas conclure, je ferai une remarque et puis deux questions. La remarque, c'est bien sûr l'idée que là, j'ai plutôt insisté sur les mouvements qui étaient à l'œuvre dans le monde du tourisme, alors qu'il ne faut absolument pas négliger, comme toujours, les inerties, les permanences, qui sont aussi à l'œuvre d'une certaine manière, dans le statut du tourisme, dans les pratiques. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a encore un certain nombre de pratiques, de lieux touristiques qui sont fermement installés. C'est peut-être d'ailleurs un peu, parfois une partie du problème, sur une dimension très rituelle. Donc ne cédons pas au vertige, à la fascination du mouvement à tout prix. Et puis alors, deux questions, et je termine là-dessus. La première est plutôt d'ordre stratégique et pratique. Est-ce qu'on doit continuer en matière de tourisme, en pensant à la transition, est-ce qu'on doit continuer à perfectionner le passé? C'est ce qu'on fait beaucoup dans les stations de montagne, notamment. Ou est-ce qu'il faut plutôt nous occuper à préparer l'avenir? Donc, pour le dire trivialement, voilà, est-ce qu'on change le pansement ou est-ce qu'on pense le changement? C'est la première question. Deuxième question, elle est plus philosophique et politique. Quelle utopie le tourisme peut-il incarner dans notre façon d'habiter le monde, que ce soit un monde proche ou un monde lointain, au-delà des fonctions économiques qu'on lui attribue, à juste titre, au-delà du consumérisme nourri à l'aune des frustrations quotidiennes. Là se pose la question de l'autonomie culturelle des pratiques récréatives. Et là encore, le lien avec la montagne, il est, je pense, extrêmement présent. Et justement, puisque ces questions s'appliquent pleinement à la montagne, eh bien, on en profitera tout à l'heure pour découvrir ensemble cette belle fresque, Montagne Magique. Voilà.
Merci. Je propose que ce soit un petit peu la conclusion, ouverture. Je voulais remercier Philippe Bourdeau vraiment de la synthèse qu'il a tentée, visuelle. Merci. Merci à vous.